Continuons de creuser les racines historiques du modèle socialiste de la doctrine Xi. Il ne suffit pas d'écarter les images partielles ou partiales de la Chine. Il nous faut essayer de comprendre ce qui justifie dans la rhétorique actuelle l'emploi socialiste du concept de renaissance, Fuxing en chinois. Et pour cela, il faut lister les chantiers politiques dont la renaissance des Song a eu l'initiative afin de voir si et dans quelle mesure ils ressemblent par leur nature et par leur ampleur à ceux que conduit Xi Jinping. Selon les explications de Jacques Gernet, sur le plan militaire, les Song ont mis en place une armée de métiers. C'est cette question militaire que je voudrais développer. La politique militaire des Song a consisté à réduire le rôle des mercenaires et des conscrits, tout en encourageant le rôle des milices paysannes, baojia en chinois, afin de réduire le coût des armées régulières. Sous les Song du Sud, entre 1127 et 1279, donc pendant 150 ans environ, le budget croissant en faveur d'une augmentation des effectifs militaires n'a pas empêché la chute de la dynastie face aux menaces extérieures des Xia, des Jurchen, des Mongols et des Liao. Jacques Gernet ne voit dans la modernisation de l'armée aucune expression d'un désir impérialiste plus ou moins déguisé, mais la volonté raisonnable de se doter d'un moyen de défense contre le danger réel des convoitises suscitées par l'enrichissement de la Chine. La dynastie Song s'effondrera d'ailleurs sous la pression de ces menaces extérieures. Elle a été en quelque sorte victime des appétits de conquête suscités par son propre succès économique. Les menaces s'étaient multipliées autour de 1279 pour les mêmes raisons qu'en 1840, au milieu du XIXe siècle, lors des guerres de l'opium, et alors que la Chine des Qing était en effet encore, 50 ans auparavant, à la fin du XVIIIe siècle, la première économie mondiale. C'est un processus similaire de conquête, mais cette fois-ci c'est l'impérialisme occidental des XIXe et des XXe siècles, fondé sur la même avidité à l'égard des richesses matérielles chinoises qui devait plonger la Chine dans un semblable tourbillon d'effondrement, rappelé avec insistance tout au long du préambule de la Constitution chinoise. Il s'agit donc aujourd'hui, comme sous la dynastie Song en matière de politique militaire, de garantir la sécurité intérieure et extérieure d'un État contre les menaces visant sa souveraineté. Dans la dynastie des Song, le développement rationnel des moyens militaires n'a pas occulté le projet d'une civilisation pacifique, de haute culture scientifique et artistique, à la différence de la dynastie Tang, essentiellement aristocratique et militaire. La dynastie Song ne pensait pas que son développement militaire dût impliquer le projet d'une extension des territoires et d'une vassalisation des pays étrangers. Jacques Gernet souligne la dimension essentiellement commerçante et non militaire de l'empire des Song. On ne le soulignera jamais assez. La modernisation d'une armée n'implique donc en soi aucun projet de domination par la guerre, ni non plus le développement d'un système militaro-industriel de type productiviste imité des États-Unis. Elle implique seulement la doctrine d'une armée qui doit disposer des moyens de garantir la sécurité prérequise ou nécessaire aux échanges commerciaux dont elle a l'ambition. Elle implique, plutôt qu'une régression vers l'expression d'instincts agressifs, une émulation technoscientifique saluée par de nombreux historiens. Cette période, en effet, cette période des Song avait été celle de l'invention de la poudre à canon, des missiles balistiques, du perfectionnement des lance-flammes, des arbalètes à répétition et des chars d'assaut. Pour les férus d'histoire militaire, entre parenthèses, je souligne ici l'ouvrage de référence auquel se rapporte Jacques Gernet dans Le Monde chinois, page 273. C'est le Wu Jing Zongyao, paru en 1044, et qu'on pourrait traduire en français par Principes généraux du classique de la guerre. Alors toute la question est de savoir si le modèle de la politique militaire des Song a pu inspirer la doctrine socialiste de Xi.
Eh bien, sans prétendre apporter moi-même une réponse définitive à cette question, c'est l'histoire qui apportera une réponse définitive à cette question. Il est beaucoup trop tôt pour y répondre de manière, je dirais, apodictique, certaine. Mais, en tout cas, on peut faire remarquer que, dans le contexte présent, la Chine n'est plus impliquée dans aucun conflit armé depuis 1979. On pourrait dire, conformément à la théorie du doux commerce d'un Montesquieu, que le commerce appelle la paix. Mais cette paix n'accompagnant pas naturellement la liberté des échanges, il est prudent de la garantir par une armée capable de tenir en respect toutes les convoitises extérieures. Sous cet angle, il n'y a donc pas de différence essentielle, du moins en théorie, entre la politique militaire des Song et celle de Xi Jinping dans son projet de développement des nouvelles routes de la soie. Il me semble que les faits, en l'état actuel de ce qu'on peut observer, les faits tendent plutôt à montrer que la politique militaire de la Chine socialiste de Xi, cette politique militaire, est au service du développement économique et scientifique. Voilà en tout cas quelle est ma conclusion provisoire sur cette question pour le moment. Je vous propose de continuer dans un prochain podcast à réfléchir sur les similitudes qui permettent de comprendre que et pourquoi la Chine socialiste de Xi va chercher ses racines, va plonger ses racines dans la dynastie Song. Mais je m'en tiens là pour aujourd'hui. Belle journée à tous.